Bonjour, Madame Mourad. Donc, moi, je suis développeuse de l'apprentissage pour l'IRFMA, qui est un CFA, un centre de formation d'apprentis, qui est le CFA de la Chambre des métiers à Nîmes. Donc, moi, j'ai prévu effectivement de vous faire une présentation des études en alternance, voilà, le fonctionnement des études en alternance, et puis dans une deuxième partie des métiers qui sont proposés de manière à élargir pour vous le champ des possibles. Je suis très très heureuse d'intervenir dans un lycée parce qu'on a de plus en plus de lycéens et de post-bac qui reviennent sur des formations en alternance vers des métiers de l'artisanat. Donc, c'est bien de pouvoir venir échanger avec vous en amont. Voilà. Donc, l'alternance, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une autre façon de se diplômer et de préparer un métier. L'alternance, ça existe jusqu'au bac 5, c'est-à-dire qu'on peut faire des filières complètes avec des diplômes qui s'enchaînent, on apprend un métier et en même temps, on se diplôme. Et donc, on va en alternance, on peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur, bac plus 5. Alors, nous, on va que jusqu'au bac plus 2 dans nos filières, parce que c'est des filières qui ne nécessitent pas un bac plus 5, mais il y a moyen en alternance de faire des cursus complets. C'est une autre façon d'apprendre, l'alternance. On peut passer les mêmes diplômes en initial, donc dans un cursus scolaire ou en école privée. La différence, c'est qu'en initial, on est en permanence en cours et avec quelques semaines de stage quand ce sont des formations professionnelles. Sur un cursus initial, si je prends un diplôme, par exemple, de bac pro, il doit y avoir à peu près, sur un bac pro métier, il doit y avoir à peu près 6 semaines de stage par an pour aller, je ne maîtrise pas bien le cursus scolaire, mais à peu près, pour aller s'approprier les gestes du métier. En alternance, la grande différence, c'est qu'on est immergé dans une entreprise. Voilà. En alternance, on va peut-être passer à la première diapo, à la suivante. Donc, en alternance, non seulement on va préparer le même diplôme, puisqu'à la fin du cursus, on présente le diplôme, soit suivant les CFA en contrôle continu, soit en épreuve ponctuelle en fin de formation, donc on présente un examen. Et on travaille en alternance avec des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation d'apprentis. Donc, on a un contrat de travail, on est salarié, un statut de salarié un peu particulier, puisque c'est salarié en formation, mais on est salarié et donc on dépend d'une entreprise dans laquelle on travaille quasiment tout le temps, sauf quelques semaines de cours. Donc, chez nous, l'alternance la plus fréquente, c'est à peu près une semaine de cours par mois. Après, suivant les filières, ça peut être un jour ou deux de cours par semaine. Tout le reste du temps, vous êtes en entreprise. D'accord? Donc, c'est la grande différence. C'est l'avantage de l'alternance, effectivement, c'est qu'on va bien s'approprier l'apprentissage technique du métier, puisqu'on est en permanence en train de répéter des gestes dans l'entreprise. Donc, il y a deux types de contrats en alternance. Le plus répandu, c'est le contrat d'apprentissage. Vous avez dû en entendre parler, qui est plus intéressant pour les entreprises, qui est souvent le plus signé, le contrat d'apprentissage, parce qu'il a un coût moins élevé pour l'entreprise. Il existe un deuxième type de contrat, qui est le contrat de professionnalisation, qui est plus répandu sur certains diplômes au-delà du bac, ou qui permet de déroger aux règles, aux prérequis nécessaires pour signer un contrat d'apprentissage dans certains cas. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, vous aurez toujours la même alternance, toujours un salaire. L'avantage de ces contrats-là, c'est que vous avez une rémunération, donc on vous prépare au monde du travail. C'est plus pour l'entreprise, parce que le contrat de professionnalisation coûte un petit peu plus cher à l'entreprise, il est chargé que le contrat d'apprentissage ne l'est pas. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà. Sur un contrat d'alternance, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs signataires. Donc, il y a des personnes qui sont responsables du contrat et qui ont un rôle à jouer dans la vie du contrat. Donc, il y a bien entendu l'apprenti, qui est le jeune qui
entre dans le cursus de formation, ou l'alternance, si c'est un contrat pro. Il y a bien entendu l'entreprise, le centre de formation. Donc là, pour rentrer chez nous, ça va être l'IRFMA, qui est signataire du contrat. Et si vous êtes mineur, il y a un quatrième intervenant qui est vos parents. Ils doivent signer le contrat et quelque part autoriser votre entrée dans le monde du travail en alternance. Voilà. Il faut savoir que ces 3 ou 4 intervenants, quand je dis qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie du contrat, c'est que la particularité du contrat d'apprentissage, c'est que, on le verra après sur les ateliers, il y a un travail préparatoire à mener parce qu'il y a plus de 25% de rupture de contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que sur 100 contrats qui se signent, il y en a 25 qui ne vont pas à terme. Ils ne vont pas à terme pour plein de raisons, entre autres parce que le projet n'a pas été assez préparé, donc on en parlera après. Et il y a 3 ou 4 personnes qui peuvent mettre un terme au contrat. Ce sont les 3 ou 4 signataires du contrat dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc ça peut être l'entreprise, le centre de formation, vous, et si vous êtes mineur, vos parents. Voilà, pour un tas de raisons. Ou qui peuvent intervenir pour mettre en place un certain nombre de moyens. Des fois, l'adaptation au monde du travail, elle prend du temps, hein, parce que quand on arrive d'un système scolaire, il faut trouver ses repères, il faut construire des codes qui correspondent au monde du travail. Donc voilà, les personnes qui peuvent vous accompagner. En tout cas, les gros avantages de l'alternance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expertise métier. Quand vous sortez d'un cursus en alternance, vous avez répété les gestes 3 semaines par mois en entreprise. Donc, vous travaillez tous les jours et tous les jours, vous répétez le geste technique. Et quand vous êtes au CFA, chez nous, vous avez 2 jours et demi de pratique sur la semaine de cours. Donc, il y a tout un apprentissage métier. On est sur des petits groupes pour vraiment aller chercher la qualité d'appropriation de la formation. On est sur des groupes de 12 personnes, c'est-à-dire que sur une session d'apprenti dans un métier, il y a 12 postes de travail sur le laboratoire de pratique qui permet de faire un travail de qualité. Et ce que vous apprenez au centre de formation d'apprentis, eh ben, vous le réappropriez au quotidien dans l'entreprise. Quand vous sortez, il y a des jeunes qui font jusqu'à 7 ans d'alternance dans un métier. Quand vous sortez, il n'y a pas besoin de faire 7 ans pour être bon dans son métier. Il y a des jeunes qui ont des projets de création d'entreprise et qui vont jusqu'à des diplômes Bac+2. Quand vous sortez de 7 ans d'alternance, vous avez fait des concours, parce que vous pouvez présenter des concours si vous le souhaitez. Je vous garantis que vous avez les moyens d'être bon dans votre métier et de réussir et de créer votre entreprise. Vous êtes rémunéré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la rémunération elle est progressive. Elle est progressive parce que quand vous arrivez, vous savez bien faire. Hein, vous êtes là pour apprendre un métier et que vous avez peu de valeur ajoutée et de compétences à apporter dans l'entreprise. Donc, elle va monter tous les ans votre rémunération grâce à votre montée en compétences. Hein, d'une année sur l'autre, votre salaire évolue et elle augmente aussi en fonction des diplômes que vous avez présentés. On démarre le diplôme d'entrée, c'est souvent un CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui vous permet d'apprendre les bases du métier. Une fois que vous avez obtenu le CAP, vous êtes réputé salarié qualifié dans le métier. Donc forcément, si vous continuez sur le diplôme d'après, votre rémunération augmente. D'accord? Jusqu'à arriver à la fin de votre cursus, ou après, vous passez sur un salaire minimum. Comme tout salarié, vous avez droit à des congés d'avantage. Quand vous êtes en congé, vous êtes payé comme si vous travailliez. Et après, pour rentrer dans le monde du travail, donc scolaire, vous avez droit à 17 semaines de congés par an, à peu près, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça, de partir sur l'année. Un salarié, ce n'est pas 17 semaines, c'est 5 semaines. Donc l'alternance, c'est un cursus exigeant, c'est un cursus de passion. Quand on va sur un cursus en alternance, c'est parce qu'on a vraiment envie d'apprendre un métier. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est sur des générations qui ont des fois du mal à se projeter. On a le droit de se tromper, on a le droit de choisir un cursus et puis finalement de se rendre compte que ce n'était pas le métier qu'on a envie d'exercer. Il y a toujours des passerelles. Voilà, on a le droit
de prendre des risques et d'aller essayer des choses à condition d'avoir un minimum préparé de projet. Donc, les congés payés de 5 semaines dans l'année. Quand on rentre en alternance, 5 semaines de congés payés, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand on a l'habitude d'avoir 17 semaines. Donc, ça veut dire que si on part sur un cursus, je pense à notamment certains métiers qui sont représentés chez nous, comme des métiers de bouche, la pâtisserie, par exemple, c'est des métiers dans lesquels on va travailler en décalé. On va se lever tôt, on peut commencer à 4 heures du matin. Donc, ça veut dire que voilà, c'est un choix parce qu'on va devoir régler son organisation de vie et en plus, on n'a que 5 semaines de congés payés dans l'année. Donc, voilà, le projet, on le prépare et on fait un vrai choix qui fait qu'on va s'adapter à ce métier-là pour pouvoir, à terme, l'exercer. Quand on obtient des diplômes en alternance, comme vous avez travaillé la pratique, quand vous sortez de là, vous êtes qualifié. Oui. 5 semaines en année. Et ça veut dire que c'est les seules vacances. Oui. Oui. Comme tout salarié, c'est le cadre du droit du travail. Vous devenez salarié, donc vous sortez du système scolaire et vous rentrez dans le monde du travail. En formation, mais vous rentrez dans le monde du travail. Donc, quand vous sortez avec des études en alternance, 85% des apprentis qui ont obtenu leur diplôme trouvent du travail dans les 6 mois. Donc, en termes de taux d'employabilité, souvent, si ça s'est bien passé, l'entreprise vous embauche. Et si elle ne vous embauche pas, dans les 6 mois, vous avez du travail. Voilà. Alors, il y a des métiers où un CAP, ça ne suffira pas. Hein, où il faut aller sur un diplôme pour continuer le cursus. Il y a d'autres métiers où, avec un CAP, on peut déjà trouver du travail. Après, il faut réfléchir à ce que vous voulez en faire de vos études. Si votre objectif, c'est juste de trouver du travail, certains métiers, un CAP, ça suffira. Si vous avez envie d'évoluer dans votre métier, un CAP, c'est que des bases. Hein, c'est que des bases métiers. Il y a d'autres diplômes qui vous permettront de monter en compétences et de pouvoir prétendre après à des postes à responsabilité ou pourquoi pas, un jour, devenir artisan, créateur d'entreprise. D'accord ? Une autre des particularités du contrat d'apprentissage, du contrat pro, c'est la période d'essai. Vous savez ce que c'est qu'une période d'essai? Non? Quand on est salarié, quand on signe un contrat de travail, l'employeur et vous, d'ailleurs, il y a une période pendant laquelle vous allez juger, évaluer l'entreprise et voir si ça vous convient ou pas, et l'employeur, il va vous évaluer. D'accord? Pendant cette période d'essai, le contrat, il peut être rompu sur simple écrit, sans formalité particulière, sans préavis, c'est-à-dire que quand on vous dit « je ne te garde pas », le contrat s'arrête de suite. D'accord? Donc, la particularité du contrat d'apprentissage, c'est que ces 45 jours, ce sont des jours travaillés dans l'entreprise. On enlève les semaines de cours, on enlève les jours de repos, les fériés, etc. Donc, ça fait presque 3 mois. Pendant 3 mois, vous pouvez tester l'entreprise et l'entreprise peut vous tester. D'accord? Ce qui permet d'avoir des certitudes. Alors, si vous partez sur ce type de projet, vous allez prendre un certain nombre d'engagements. Je vous l'ai dit, vous rentrez dans le monde du travail. Donc, effectivement, il faut respecter le code du travail. Le code du travail, il édicte un certain nombre de règles, notamment, je suis là tous les jours à l'heure, sur les plannings de l'entreprise. L'entreprise compte sur moi. Elle me met sur ses plannings de production. Qu'est-ce qui se passe s'il ne vient pas? Je déstabilise la production de l'entreprise. Donc, j'ai des obligations. Et qui dit respect du code du travail, dit le matin, je suis malade, un mot des parents, ça ne fonctionne plus. Je suis salarié, c'est un arrêt de travail. Donc, il n'y a qu'un médecin qui peut décider si vous allez travailler ou pas. D'accord? Bon, il y a plein de règles dans le code du travail, je ne vais pas toutes vous les édicter. Il faut apprendre et intégrer les codes du monde professionnel. Bon, si vous avez déjà, je ne connais pas vos âges, mais des petits boulots d'été, vous avez déjà un aperçu, vous faites des stages, vous avez déjà un aperçu des codes du monde du travail. Mais bon, ça prend du temps. La première année, c'est souvent une année de réglage. Et puis après, on s'envole et on fait des très, très beaux parcours. Et puis, vous avez l'obligation, non pas de savoir, parce que quand vous arrivez, vous ne connaissez pas le métier, mais l'obligation de mettre en place les moyens nécessaires pour progresser. Donc, c'est-à-dire à la fois respecter les consignes qu'on vous donne, le travail, respecter les consignes et les exécuter du mieux que vous pouvez. Vous avez le droit de ne pas savoir faire, vous avez le droit de vous tromper, vous n'avez pas le droit de ne pas écouter et de ne pas être attentif, respecter le matériel, etc. Vous avez l'obligation de suivre les cours. Quand vous venez en cours, vous êtes payé.
avez une rémunération. Si vous ne venez pas en cours, ben déjà, les absences sont déduites de la rémunération. Et ensuite, il y a des diplômes où le nombre d'absences injustifiées vous bloque le passage à l'examen. Voilà. Parce que l'alternance, c'est l'entreprise et le centre de formation. Et qu'en entreprise, vous allez travailler que la pratique. Au CFA, vous allez travailler la pratique et toutes les autres matières. Un diplôme, c'est des matières générales et des matières professionnelles. Alors, si vous allez jusqu'au bac, par exemple, et que vous revenez en alternance après le bac, vous pouvez être exempté de certaines matières et passer des diplômes allégés. Surtout les diplômes jusqu'au niveau bac. Dès qu'on dépasse le niveau bac, vous êtes exempté de matières. Et vous avez l'obligation de vous présenter à l'examen. Vos études sont financées, vous n'avez rien à payer. Vous ne payez pas les études. Ce sont les organisations professionnelles qui vont payer le coût de la formation. Donc forcément, à partir du moment où il y a financement, vous vous obligez à vous présenter à l'examen. Sauf si votre contrat est rompu, dans quel cas, vous n'avez plus aucune obligation à respecter. Voilà. Alors, le contrat d'apprentissage, il va manquer le haut des diapos, je pense. C'est pas grave, je connais. Donc, le contrat d'apprentissage, il se signe de 16 à 29 ans. Le premier contrat, de 16 à 29 ans. 15 ans, si vous êtes dégagé des obligations scolaires, c'est-à-dire avoir au moins fini le cycle au troisième, donc c'est votre cas, vous êtes lycéen. Pardon? Oui. J'ai dit le jeune de 30 ans. Alors, 29 ans, c'est le premier contrat d'apprentissage. Je vais répondre après à votre question. Quand on a signé son premier contrat d'apprentissage à 29 ans et qu'on finit son contrat d'apprentissage mais qu'on a 31 ans, on peut en signer un autre après. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'un an de rupture entre les contrats. Il n'y a pas de limite d'âge en apprentissage pour les 3 cas qui sont là, c'est-à-dire les personnes que nous reconnaissons de travailleurs handicapés par la MDPH, les personnes qui ont un projet de création ou reprise d'entreprise accompagnée. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement monter un accompagnement avec les chambres des métiers, pour nos métiers à nous en tout cas. Et à partir de là, il n'y a plus de limite d'âge, ou les personnes engagées dans des parcours de sportifs de haut niveau. Donc, on ne s'improvise pas sportif de haut niveau, vraiment être sportif de haut niveau en club et faire des compétitions. Donc, là, il n'y a pas de limite d'âge. Et pour les autres, ça va être, si on ne peut pas rentrer dans tous ces cas-là, on peut signer un contrat de professionnalisation sans limite d'âge si on est demandeur d'emploi. Ça permet de contourner la chaîne de l'apprentissage. Mais il faut être inscrit à Pôle emploi, donc il ne faut plus être étudiant, bien entendu. Voilà. Alors, avant d'arriver à nos métiers, est-ce que sur l'apprentissage, parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu synthétique, il y a des questions sur le cadre en général de l'apprentissage auxquelles je n'ai pas répondu. De l'alternance, en tout cas. Non? Je ne vous entends pas très bien. C'est assez complet. Alors, je vais vous parler maintenant un peu plus du centre de formation d'apprentis, IRFMA. Donc, c'est déjà un gros CFA, parce que les CFA, les centres de formation d'apprentis, sont plus petits que les établissements scolaires. On est concentré sur certains métiers. Chaque CFA va former sur ces métiers de destination. Nous, on est spécialisé dans les métiers d'artisanat. L'artisanat, ce sont les métiers manuels, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu. On a 12 métiers. On a 12 métiers qui sont les métiers de service, les métiers de bouche, les métiers d'art et métiers techniques et quelques métiers du bâtiment. Après, il existe des CFA du bâtiment qui ont une palette plus large sur les métiers du bâtiment. Donc, sur ces 12 métiers, nous, on propose 27 diplômes et on a 650 apprentis. Donc, on vous propose des cursus complets. Par exemple, alors, est-ce que vous avez accès à Internet? Ça va être... On y reviendra après. On y reviendra après parce que là, Là, non. Je ne peux pas jongler. Alors, restez sur la diapo précédente. Donc, sur chaque filière,
vous avez des cursus complets. Par exemple, en coiffure, il existe le CAP, 2 ans, la mention complémentaire, 1 an, le brevet professionnel, 2 ans, le brevet de maîtrise, niveau BTS, 2 ans. Voilà. Quand vous avez fait 2, 3, 5, 7 ans d'apprentissage en coiffure, vous êtes largement prêt à vous installer. Il y en a qui choisissent de s'arrêter à la mention, parce que le CAP, ça ne suffit pas pour trouver du travail, d'être salarié pendant un certain nombre d'années, et peut-être de revenir se diplômer après. Oui. Si vous avez un BTS, alors je ne sais pas, nous on ne la fait pas, mais à mon avis, après le BTS, la licence pro, c'est 1 an. C'est 1 an. 1 an après le BTS. C'est ça. Puisque la 3e année du BUT, qui est maintenant le nouveau diplôme universitaire, c'est la 3e année qui est l'équivalent de la licence professionnelle. Donc, 1 an après le BTS. Voilà, donc métier de service, coiffure esthétique, ce sont des diplômes de praticiens. Il existe 2 types de cursus dans ces métiers. Il existe le cursus Bac Pro BTS, ce sont des cursus de technico-commerciaux, et le cursus CAP, mention BP, brevet de maîtrise, qui sont des cursus de praticiens. Donc après, il faut réfléchir à votre projet. Hein. Métier de bouche, boulangerie, pâtisserie, boucherie. Métiers arts et techniques qui sont la floristerie, métier très très créatif, la floristerie. La photographie, donc là, pour être photographe. La prothèse dentaire, vous savez ce que c'est la prothèse dentaire? Le prothésiste dentaire, c'est le fournisseur du dentiste. Donc c'est celui qui crée les appareils prothétiques, les couronnes, les dentiers, les dents sur pivot, etc. Et qui va effectivement faire des produits uniques, puisque c'est sur empreinte dans la bouche d'un patient, il crée des produits uniques que le dentiste placera sur la dentition du patient. Bijoutier, donc là c'est la personne qui va créer des bijoux et faire de la réparation. Bon, électricien et technicien en froid et climatisation, je ne vais pas vous présenter, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et une rubrique, une filière, pardon, qui est la filière métier d'hiver, qui est un petit peu particulière. On intègre dedans des métiers rares, c'est-à-dire des métiers peu représentés, par exemple tapissier d'ameublement. Ce sont des métiers sur lesquels le diplôme existe, mais il ne se fait pas en alternance sur la région. Il faut partir à Paris. Voilà. Pour éviter aux jeunes d'avoir à partir trop loin, on intègre le jeune sur les matières générales et certaines matières professionnelles au CFA, et c'est l'entreprise qui va se charger de toute la partie pratique. Voilà. Et donc, le jeune peut passer le diplôme chez nous, sur certains diplômes. Quand on parlait de tapisserie, vous imaginez un fauteuil et on refait le recouvrement du fauteuil, l'assise, par exemple. Ce qu'on appelle tapissier. Dans cette partie spécifique. On met un tissu et on va le recouper. Il y a le maroquinerie, la maroquinerie, le créateur qui fait des selles en cuir, des voiles de bateau, il y a aussi ça dans les métiers d'hiver, ou des agenceurs de bateaux. Il y a plein de choses dans les métiers d'hiver. On a eu l'occasion justement de voir des travaux de jeunes élèves. On va parler d'élèves un peu. C'est fabuleux, quoi. S'ils arrivent à faire rendre neuf quelque chose de très usé. Ou créer. Et créer dans le métier. C'est très très valorisant. Alors, je vous ai mis des petites photos, il y en aura d'autres tout à l'heure. Donc là, ce sont les instituts de pratique à gauche en esthétique. Donc, on est obligé d'avoir des équipements, puisqu'on va jusqu'au bac plus 2 en esthétique. On est obligé d'avoir des équipements qui sont à la pointe et qui permettent, parce que toutes les entreprises, sur la taille de l'entreprise, n'ont pas tous les équipements, qui permettent vraiment de travailler en pratique le référentiel complet. Et là, vous avez, bon, on ne voit pas grand-chose, mais c'est les laboratoires de pratique en boulangerie. Je vous laisse passer sur la... Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des filières qui vont jusqu'au bac plus 2 et on a 2 types de diplômes. Soit les diplômes éducation nationale, qui sont les CAP, mention, BP, brevet de maîtrise, non, pas éducation nationale.
Donc, CAP mention BP, on peut passer aussi en lycée professionnel en cursus scolaire. Ils existent, c'est les mêmes diplômes. Vous présentez le même diplôme à la fin. Et d'ailleurs, quand vous allez présenter des épreuves, vous allez être mélangé avec, parfois avec des jeunes qui l'ont préparé en cursus scolaire. Et deuxième type de filière, c'est le CTM, Certificat technique des métiers, niveau CAP, et le BTM, niveau bac, brevet technique des métiers, qui existe dans certaines filières. Et l'avantage de ces diplômes-là, c'est qu'ils sont montés avec les professionnels. Donc, ce sont des diplômes qui ont été montés avec les professions et qui préparent les salariés de demain de la profession et qui ont un très fort taux d'employabilité parce qu'ils correspondent aux besoins du métier. Donc là, vous avez l'atelier de pratique en floristerie, photo, bijouterie. Oui. Sur le BTM, vous avez entendu parler de l'équivalent bac. Vous savez que le bac, c'est la porte qui ouvre l'université. Donc les BTM, il faudra réfléchir si c'est sur dossier, il y a peut-être une possibilité de reprendre un cursus généraliste ou peut-être même encore vous préciser et améliorer vos connaissances via une nouvelle. Donc bac, retenez que un bac pro, un bac techno, un bac général, c'est une porte qui s'ouvre pour l'université. Alors, il y a une particularité pour certains BTM, ils vont beau être au niveau bac, ils nécessitent d'avoir déjà un bac pour les rentrer. Ce qui n'est pas le cas de tous les BTM. Ils sont très compliqués, les BTM. Ils n'ont pas tous les mêmes prérequis. Par exemple, en prothèse dentaire, qui est un métier très scientifique et assez technique, il faut avoir un bac pour pouvoir rentrer en BTM, qui est pourtant aussi un bac. C'est voilà, une particularité de ce métier. Et certains BTM sont sur commission d'entrée, sur dossier. Notamment le BTM photo, donc sur dossier, sur commission d'entrée, la commission elle est régionale. Voilà, ce qui n'est pas le cas des CAP, voilà, des diplômes d'entrée. Il y a d'autres diplômes qui sont quand même très sélectifs. Et parce que je tiens à casser l'image, on a entendu pendant des années l'apprentissage c'est pour les nuls. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Du tout, je vous l'ai dit, ça va jusqu'au bac plus 5, l'alternance. On a des jeunes qui ont un bac plus 5 et qui reviennent vers 7 ans après un bac plus 5 d'apprentissage. Parce que finalement, ce qui les anime, c'est un métier manuel. Donc voilà, il y a des diplômes qui sont très, très exigeants en alternance. Juste un exemple aussi, au niveau du CIO, on a vu des dossiers brillantissimes. Alors ça veut dire quoi? Des dossiers à 16, 17, 18 de moyenne générale. Et nous, on a mesuré sur quelques années. Et moi, j'ai vu une jeune fille qui venait nous voir parce qu'elle voulait sculpter, elle voulait travailler la pierre. Et très souvent, ce message-là, un peu à l'inverse de ce que vous disiez à l'instant, c'est plutôt les parents qui sont effrayés de mettre un enfant en formation comme ça, alternée ou en CAP, parce qu'il y avait aussi cette image de peu glorieux. Mais quand pensez simplement aussi à ce que font actuellement les artisans à la cathédrale de Paris, et imaginez ce qu'ils arrivent à refaire. Et je sais pas, quelle passion faut-il avoir, quelle connaissance faut-il avoir pour pouvoir retravailler les matériaux comme il y a plusieurs siècles. Voilà. Quelqu'un qui est un artisan, qui est bon dans son métier, il a de l'or dans les mains. Parce qu'aujourd'hui, trouver un bon artisan, je vous garantis que derrière, quand il facture, voilà, l'artisan, il peut très, très bien gagner sa vie. Parce qu'il a un vrai savoir-faire technique, savoir-faire métier, et quel que soit le métier. Il a de l'or dans les mains, et on a des artisans alors des apprentis déjà qui passent des concours, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre autres le concours de meilleur apprenti de France, donc il y a des sélections régionales, nationales. Donc on va se comparer, on va se battre contre des apprentis de toute la France. Donc nous, on accompagne les apprentis là-dedans. Et après, il y a des artisans qui passent des concours aussi, de meilleurs ouvriers de France, etc. Et quand vous avez une labellisation maître artisan, meilleur ouvrier de France, etc., vous mettez ça sur votre vitrine, ça rassure les gens. Et donc ça
permet effectivement d'avoir des débouchés en clientèle beaucoup plus importants. Déjà, essayez aussi de trouver un bon électricien, justement, un bon plombier. Voilà. Vous en trouverez. Pas forcément des bons, mais vous vous rendrez compte quand il y a une qualification vraiment très forte et spécifique que vous aurez en face de vous vraiment de la compétence. Et c'est ce qu'il faut se dire. Cette partie de métier, c'est à valoriser à 300%. Alors, je vous ai fait une petite présentation de l'établissement en chiffres et en images. Donc, je vous l'ai dit, 650 apprentis. Donc, nous, on fonctionne, comme les apprentis viennent une semaine au CFA, on fonctionne sur des groupes d'à peu près 200 personnes chaque semaine. Alors, il y a plusieurs groupes. J'ai dit un groupe, c'est 12 personnes. Donc, on a 4000 m² d'espace pédagogique, donc sur 3 bâtiments, avec une équipe de 40 personnes. Il y a 17 laboratoires et ateliers de pratique dans tous les métiers, parce qu'on a 12 filières. Vous avez un CDR, donc là, ce sont les photos du CDR, dans lequel vous avez, sur le CDR, il y a 3 ou 4 salles informatiques à part. Et après, il y a toute une base de ressources numériques et des papiers, des livres. Voilà. Et puis, il y a un restaurant et il y a un hébergement dont on a délégué la gestion. Il est dans nos locaux, 2e et 3e étage de l'établissement, mais il est géré par les habitats jeunes, qui sont les anciens foyers de jeunes travailleurs. Parce que les apprentis sont des travailleurs, ils ont un contrat de travail, donc c'est géré par les habitats jeunes. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'établissement, sur l'apprentissage, etc., nous, on vous propose effectivement plusieurs temps de contact. Déjà en ligne, alors je voulais vous la montrer, on verra si on peut y accéder. Vous avez la visite virtuelle de l'établissement où vous pouvez trouver plein d'informations, mais aussi télécharger des supports d'information, notamment les fiches filières avec tous les diplômes par filière. Et puis, vous avez sur le site internet de la Chambre des métiers qui vient de faire son œuvre depuis lundi. Donc, soyez indulgents, il n'est pas encore complètement abouti. On a refait, on a mis le nouveau site en ligne le lundi, où là, vous avez aussi pas mal d'informations. Je vous laisse continuer. Je ne sais pas si je l'ai mis après, mais je vais vous le dire avant ça. On a le 19 mars, le samedi 19 mars, une journée portes ouvertes. On va prochainement envoyer un courrier aux établissements scolaires où vous pouvez venir visiter les locaux, rencontrer les profs de pratique aussi, échanger sur les métiers, venir me voir, qu'on parle de l'alternance, parce que moi, mon rôle, il est vraiment d'accompagner des entreprises qui cherchent des apprentis et du coup, d'accompagner les jeunes qui cherchent des contrats d'apprentissage pour les aider à travailler leur projet et faire en sorte qu'il y ait des mises en relation qui se fassent dans de bonnes conditions. Que le contrat se signe et qui perdure. Et ensuite, tous les mercredis après-midi, si je vous laisse revenir en arrière, tous les mercredis après-midi à partir de mi-avril, on vous propose sur inscription une réunion d'information beaucoup plus complète sur l'apprentissage. Donc là, il faut appeler pour s'inscrire. Et à partir de là, vous nous déposez un CV, une lettre de motivation, on vous inscrit dans notre bourse de candidat et ça vous ouvre l'accès à nos offres d'alternance. Parce que moi, je gère à peu près 300 offres d'alternance chaque année. Donc voilà. Alors, on ne vous laisse pas vous débrouiller. Une fois que votre projet est travaillé, on en parlera cet après-midi. Il y a un certain nombre d'accompagnements autres qui sont possibles. Je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà. Vous me permettez de mettre le diaporama sur le site de JMF. Donc, ça veut dire que ce que vous venez de voir sera accessible ce soir ou demain sur jmfbagnole.fr. D'accord? Je ne sais plus s'il restait. Alors, il restait une page de contact. Et donc là, effectivement, je vous ai mis les coordonnées de notre service de relations clients. Alors là, ce n'est pas la bonne période. On signe les contrats d'apprentissage chaque année chez nous du 1er juillet au 30 novembre. Donc là, vous êtes plus dans une période d'orientation et de préparation de projet. Donc, si vous avez besoin effectivement de conseils, vous pouvez tout à fait faire des demandes sur cette adresse mail-là.
mais vous n'aurez pas d'accompagnement maintenant. On va plus voilà, participer, s'engager dans votre réflexion et à partir du mois d'avril, vous inscrire à la réunion d'information collective et faire passer votre CV d'aide de motivation sur cette adresse email. D'accord? Et tout me sera consigne. Je voulais juste rebondir sur la lettre de motivation. N'allez surtout pas sur Internet et ne tapez surtout pas lettre de motivation. Vous allez en avoir des quantités industrielles, mais qui ne correspondront pas à ce que vous souhaitez. Faire une lettre de motivation, c'est se dire bon, je suis peut-être intéressé ou j'aimerais bien toucher la farine, réaliser du pain. Il faut que vous vous exprimiez dans votre lettre de motivation, et c'est là peut-être que vous allez me dire si je me trompe, vous vous exprimez avec vos mots. N'allez pas chercher dans le dictionnaire un mot plus sophistiqué, plus pompeux. Vous exprimez tel que vous vous exprimez dans la vie. En revanche, je pense que vous souhaitez plutôt avoir un document informatique. Oui, elle ne se fait plus manuscrite, la lettre de voilà, motivation. donc si vous tapez votre lettre de motivation, soit sur Word, soit sur un autre comme LibreOffice, il y a dans ces logiciels-là des correcteurs d'orthographe. Faites-moi le plaisir de les lancer pour corriger ce que vous avez écrit. Dès que vous allez voir des petites vagues rouges sous les mots, il y a quelque chose qui va. D'accord? Parce que je pense que Mme Mourad sera tout à fait d'accord avec moi. Une lettre de motivation qui a une faute tous les 3 mots, voilà, quelque chose de. La lettre de motivation, elle peut toujours déporter. Elle va donner ce que lire votre CV. Donc, si déjà rendu que tous les 3 mots sur une faute d'orthographe, ben, ça ne va pas donner envie d'aller plus loin. Donc, soit si vous ne les voyez pas, les fautes, faites-le relire par quelqu'un qui peut vous les corriger. Mais c'est un peu votre carte de visite que vous laissez, donc il faut qu'elle donne envie d'aller plus loin. Il ne faut pas qu'elle soit truffée de fautes. Quoi qu'il en soit, nous, quand on reçoit les lettres de motivation et les CV, et que vous avez fait un certain travail sur votre projet, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure, vous serez amené à nous rencontrer si vous avancez chez nous, et on va retravailler votre CV, votre document, on va travailler un certain nombre de choses. On ne vous lâche pas dans la nature. Oui, c'est ça, c'est très important. Ouais. Il y a tout un accompagnement pour venir chez nous, mais il y a des développeurs de l'apprentissage dans tous les CFA. Donc, si ce n'est pas chez nous, si c'est dans une autre école, on va essayer de savoir s'il y a un développeur de l'apprentissage et qui peut vous accompagner. Alors, il y avait un panneau de. Donc là, vous avez un certain nombre de partenaires qui accompagnent les projets et qui peuvent vous donner de l'information. Donc, Chambre des métiers, ben, je vous l'ai dit, nous, on est CFA Chambre des métiers. Chambre des métiers, c'est un organisme consulaire, c'est la maison des artisans, et vous avez la Chambre de commerce, la maison du commerçant, la Chambre de l'agriculture, la maison qui regroupe les entreprises qui travaillent dans le domaine agricole, etc. Vous êtes scolarisé, donc vous allez plutôt travailler vos projets avec vos établissements scolaires et les CIO, qui sont les organismes référents, et les personnes qui ne sont pas scolarisées, plus scolarisées, vont travailler des projets plutôt avec les missions locales jeunes et Pôle emploi, vont être leurs organismes référents. D'accord ? Après, vous rapprochez de votre CFA si vous êtes sur un projet en alternance de destination. Il y a des organismes financeurs, enfin tout ça, après c'est beaucoup d'organismes financeurs. Et vous avez la Cité des métiers et les. J'arrive pas à trouver le nom, je les mange en route, c'est pas grave. Il y a un certain nombre d'intervenants. Et si vous venez à la réunion d'information collective, on vous fera toute une liste de liens utiles pour aller chercher de l'information. Parce que je pense que là, vous êtes au début de votre réflexion d'orientation, ça commence à peine alors. Ah oui. Voilà. Donc, soyez curieux, allez élargir un peu vos réflexions sur tout ce qui pourrait vous plaire. Et puis après, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller tester. Si vous avez des projets de métier, allez les tester, faites des stages. Parce que tant qu'on n'a pas mis un pied dans un métier, on n'en a qu'une vision extérieure. Et donc, on ne peut pas savoir si la vision qu'on a elle est réelle ou elle est fausse, si elle est fausse. Donc, faites des stages pour aller vous confronter. Et puis voilà, décider de l'orientation que vous voulez donner à votre projet. Je voulais vous apporter 3 informations complémentaires. Madame Mourag parle de stage. Sachez que
Si vous souhaitez faire un stage pendant les vacances ou avoir 1 ou 2 journées d'intégration chez un artisan, vous pouvez faire la demande auprès de votre chef d'établissement et une convention se met en place. Et justement, ça vous permet, je parlais du boulanger tout à l'heure, vous avez envie vraiment de savoir ce que c'est, eh bien voilà, vous pouvez le faire sur convention établie entre vous, l'établissement et l'artisan. Donc ça, c'est tout à fait réalisable. Deuxième chose. Pardon, je vais juste insister sur l'importance du stage, parce que des fois, j'ai des jeunes qui me disent « Ouais, mais un stage, on n'est pas rémunéré, je n'ai pas motivé à aller faire un stage. » C'est votre projet que vous construisez. Donc, cette énergie-là, elle vous permet à la fois d'avoir des certitudes, elle vous permet aussi de qualifier votre CV, parce que quand vous allez partir en recherche d'une solution, ben vous démontrerez que ce projet, vous l'avez travaillé et vous aurez des choses à dire sur le métier. Voilà, donc c'est hyper important. Très important. Sachez aussi que le CIO, ben, vous ne pouvez pas le louper, hein, on est juste en face. Donc, on vous reçoit sur rendez-vous, vous téléphonez, vous prenez rendez-vous. Et on vous recevra, bien entendu, parce que c'est tout à fait normal, et vous aurez un psychologue de l'éducation nationale. Maintenant, les conseillers d'orientation s'appellent psychologue de l'éducation nationale, qui complétera et vous aidera à rechercher et affinera aussi avec vous votre projet. C'est le but aussi du CIO. Après, est-ce que vous êtes... il y en a qui sont en terminale. Alors, c'est les terminales Bac Pro. STI2D. Vous n'avez pas pu venir ce matin. Non. Vous avez pas de Bac Pro. Enfin, bref. Donc, en terminale, il y en a quand même quelques-uns. Et les autres? Oui. Alors, à partir du 20 décembre, Parcoursup va ouvrir ses portes. À partir du 20 décembre. Pour commencer à préparer votre dossier post-bac, car l'ouverture officielle de Parcoursup pour faire vos vœux au post-bac sera actif à partir du 20 janvier. Sachez que même ce soir, demain, vous pouvez rentrer sur Parcoursup avec vos codes ou sans vos codes même et consulter toute cette base d'informations unique en France parce que c'est la seule qui est aussi riche et vous avez toutes les formations qui existent par domaine de formation. D'accord? Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire, donc des informations quand même concrètes et n'hésitez surtout pas. Alors je sais que Madame Mourag avait préparé, alors peut-être que des 2 ateliers, on peut en faire qu'un, parce qu'on avait prévu les métiers de l'IRFMA, donc réalité économique et débouchés, ça peut être une première approche, et ce qui est très très intéressant, c'est construire et mettre en œuvre un projet d'apprentissage. Voilà. Ça, on a un peu évoqué, mais voilà. On peut jumeler les deux pour ceux qui veulent continuer sur l'atelier. Messieurs, bonjour. Non, la conférence se termine sous peu, mais il y a un atelier pour compléter vos informations derrière. Et je sais que vous avez une bonne... On ne parle pas tout à fait en même temps. Là, on va commencer. Pardon? Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, tout dépendra de vos questions, ce que vous recherchez. De toutes les façons, un certain nombre d'entre vous ont choisi de suivre l'atelier. J'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai vu les cases cochées. D'accord? Voilà. Madame Mourag, je vous laisse la parole. Oui, alors pour continuer, peut-être on va essayer d'aller sur le site de la Chambre des métiers du Gard avant de lancer le deuxième diaporama. Voilà. Donc là, on arrive sur un outil en ligne. Le site de la Chambre des métiers, vous tapez CMA 30, vous arrivez dessus, vous rentrez dans le centre de formation d'apprentis et vous descendez, vous avez le bouton visite virtuelle et vous arrivez là. Alors, il y a une vidéo de présentation, on va peut-être pas la mettre, vous la regarderez tranquillement, on va fermer sur la croix. Et ensuite, on va commencer la visite. Moi, je vais juste vous montrer comment vous repérez là-dedans pour qu'on puisse parler un peu des métiers. Donc, quand vous rentrez là-dedans, vous avez moyen de me transmettre un message, transmettre un CV ou un mail. Ça m'arrive directement.
Et puis, vous avez différentes rubriques, notamment sur les métiers. On va les voir, puisqu'on va parler un petit peu des métiers, des débouchés des métiers. Des vidéos d'apprentis. Vous avez des informations sur la vie au CFA et sur les infrastructures. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous avez des documents à télécharger sur les étapes de construction et de mise en œuvre d'un projet d'apprentissage dans mes futures démarches, des explications sur nos diplômes et sur comment nous trouver. Donc, nous, on va aller dans la rubrique métier. Donc là, vous retrouvez tous les métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les métiers de l'IRFMA. On va dire que les métiers qui ont le vent en poupe aujourd'hui, sur lesquels on a le plus de demandes et le plus d'apprentis, ce sont les métiers de bouche. Ce sont les métiers de bouche sur lesquels donc on a la boulangerie, pâtisserie, boucherie. Il y a une grosse demande d'apprentis et de salariés qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de jeunes intéressés et pourtant ce sont nos plus grosses filières. On va dire qu'il y a des débouchés là-dedans. On a à peu près sur le CAP première année boulanger, on a 5 sections en première année. Et même avec 5 sections, on n'a pas pourvu toutes les offres d'entreprise. Voilà. Et il y a du travail derrière. Un jeune qui fait un cursus dans ces métiers-là, il est sûr d'avoir du boulot. C'est vraiment des métiers où il y a un fort potentiel d'embauche. On va ouvrir peut-être une rubrique de boulangerie, par exemple. Allez, en restant sur la boulangerie. Donc là, vous avez un certain nombre d'informations. Je ne vais pas rentrer dans tout. Là, vous pouvez tout ouvrir et aller chercher de l'information. Et là, il y a des vidéos que j'ai enlevées parce qu'elles n'étaient pas belles. Des laboratoires, on est en train de les refaire. C'est la seule rubrique où vous n'aurez pas grand-chose. Dans tout le reste, vous avez des informations pour regarder si le métier peut vous convenir. La boulangerie, c'est un métier où c'est un vrai choix parce que on peut démarrer à 2 h du matin. On travaille en décalé. Alors, mineur, on va démarrer à 4 h ou 5 h. Et majeur, ça peut être 2 h du matin. Le boulanger, il travaille la nuit parce qu'à l'ouverture, il faut que les banques de la boulangerie soient remplies quand les clients arrivent. Et la plupart des gens viennent acheter leur pain le matin. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans une boulangerie pour acheter du pain au chocolat. À 18 h, vous voulez acheter un pain au chocolat, vous n'en trouvez plus. La plupart du temps, ces achats-là se font le matin. Donc, le boulanger commence très très tôt pour que le produit soit là quand la demande est là. Donc, il va travailler en décalé, il va travailler les dimanches, il va travailler les jours fériés. Donc, c'est vraiment des métiers de passion dans lesquels on s'engage parce que ça veut dire qu'il faut organiser sa vie autour de l'organisation du métier. Le boulanger, l'après-midi, il fait la sieste. Et le soir, tant qu'il n'est pas très très habitué, à 9 h, il est au lit. Voilà. Bon, un boulanger confirmé ne se couche pas à 9 h, il va se coucher plutôt vers les 10 h. Et bon, après, il se lève à minuit, 1 h du matin. Donc, on doit en fractionner. Et quand on clique ici sur le QR code, on peut télécharger. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous s'il y a des métiers qui vous intéressent. Alors là, voilà. Vous avez la fiche qui présente le métier et si vous descendez, vous avez toute la filière avec les diplômes sur la 2e page. Donc par exemple, boulangerie, il y a 3 diplômes. Le CAP en 2 ans. Vous voyez, le CAP, il y a des matières générales et des matières professionnelles. Si vous allez jusqu'à l'obtention du bac, les matières générales, vous ne les repassez pas. Donc, vous n'aurez que les matières professionnelles. Donc, ça veut dire que vous avez 2 possibilités si vous allez jusqu'à l'obtention du bac, soit faire un CAP en 1 an, où vous allez faire les matières professionnelles de première et de 2e année. Là, vous aurez cours des semaines complètes. Soit faire un CAP en 2 ans allégé, sans matière générale, et là, vous aurez première année que les cours de matière professionnelle de première année, et 2e année que les cours de matière professionnelle de 2e année. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas 35 heures de cours. Un apprentissage, c'est 35 heures par semaine, c'est du temps plein. Donc, les heures que vous ne faites pas en cours, vous les devez à l'entreprise parce que vous devez faire 35 heures. Voilà. Donc, CAP 1 an ou 2 ans, mention complémentaire 1 an, BP, niveau bac, 2 ans, BM, niveau BTS, 2 ans. Il faut savoir que quand on a un bac, on recommence quand même au CAP. Parce qu'on ne peut pas passer un BP niveau bac
si on n'a pas appris les bases du métier. D'accord? Plus on monte dans les diplômes, plus ça devient complexe dans la technicité du métier. Donc, quoi qu'il en soit, on démarre au CAP, quoi qu'il en soit. Et après, on le fait alléger quand on a déjà des diplômes. Voilà. Donc, si on fait 2, 4, 6, 7 ans de boulangerie, je vous garantis que vous êtes prêts à vous installer. Hein. Sachant que quand on arrive sur le BM, le brevet de maîtrise, le BM, c'est un diplôme niveau Bac+2 qui fonctionne complètement autrement, il est modulaire. Donc, il y a 7 modules que vous avez là. Le module professionnel, le module fonction entrepreneuriale, le module gestion, le module gestion des ressources humaines, formation d'un apprenant et communiquer à l'international, c'est forcément de l'anglais et fonctions commerciales. Donc, ce diplôme-là, il faut valider tous les modules. C'est-à-dire que si vous ratez un module, vous n'avez pas le diplôme. D'accord? Donc, il faut valider les modules les uns après les autres. Avec 2 ans, vous pouvez valider. Et si vous en ratez un, il peut être prolongé d'1 an. Et c'est un diplôme qui va vraiment sur la préparation à l'installation. Donc ça, c'est la boulangerie. Est-ce qu'il y a des métiers parmi ceux que je vous ai montrés que vous auriez envie d'explorer plus que d'autres? Peut-être pas tous. Tous, peut-être pas. Alors, boulangerie, pâtisserie. Pâtisserie, c'est pas le même cursus. Pâtisserie, c'est CAP, mention complémentaire, BTM. La particularité de la pâtisserie, c'est que c'est un BTM en 2 ans. On a déjà 3 ans d'alternance avant, alors qu'il y a certains BTM qui seront en 3 ans. Ouais. On va regarder. On va regarder. Alors, attendez, je vais essayer de sortir de là. Donc, je le redis, le métier de bouche, c'est vraiment des métiers qui ont le vent en poupe. En plus, il y a plein d'émissions télé sur la pâtisserie. Donc, je garantis que la demande, elle a explosé pour ces métiers-là. Hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être le meilleur pâtissier. Il y a des pâtissiers qui ont des productions reconnues nationalement, hein, qui déposent des brevets sur leur production, qui font des choses uniques en France. Donc, il y a une forte demande dans ces métiers-là et il y a des fortes possibilités d'embauche. Et on souhaitait voir prothésiste dentaire, c'est ça? Dentaire. Alors, la prothèse dentaire, c'est un métier, il faut aimer les matières scientifiques, hein, parce que c'est un métier dans lequel il y a un gros travail d'apprentissage sur tout ce qui touche au corps et à la morphologie, parce que la dentition, elle peut dérégler tout le fonctionnement du corps. Donc, si on n'a pas une bonne connaissance de la morphologie, on crée des déséquilibres dans le corps, qui peuvent créer des maladies, des maux de tête, voilà, des douleurs diverses. Donc, il y a toute une approche quand même assez scientifique sur ce cursus-là. Donc, la prothèse dentaire, pareil, hein, je vous laisserai tout explorer. On va juste télécharger la plaquette à gauche. Alors, je voulais voir cette catégorie tout à l'heure. Voilà. Donc, on vous donne quand même des… Quand vous mettez le curseur sur la qualité, voilà. Vous avez des explications. Créatif, choisir les teintes, c'est le plus important. Hein. Vous n'allez pas faire une dent blanche si les dents sont crème. Il faut être dans la réplique la plus proche possible de la dent du patient. C'est tout un travail de fourmi pour trouver la teinte exacte et la texture et les stries exactes de la dent. On n'a pas tous les mêmes dents, elles se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Voilà, c'est vraiment un travail très méticuleux, la prothèse dentaire. Quelle est la personne qui souhaite voir la prothèse dentaire, c'est ça? D'autres, vous souhaitez voir autre chose? N'hésitez pas. Alors, sur la prothèse dentaire, donc, si vous ouvrez, là, voilà, vous avez toutes, il y avait 2 fois les mêmes choses. Ouais. C'est un métier qui est très tendu parce que il y a une charge de travail importante en prothèse dentaire parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ils font attention à eux, on se soigne de plus en plus. Donc, on fait attention à soi, à son apparence, et donc les gens, forcément, ils vont traiter leurs dents, hein, beaucoup plus qu'il y a 30 ans en arrière. Donc, il y a beaucoup de travail en prothèse dentaire. C'est un secteur d'activité où ils sont en manque de salariés formés correctement. Donc, il y a des débouchés, mais sans aucune difficulté si on s'est formé correctement. Voilà, c'est vraiment des métiers où on n'est pas obligé de s'installer de suite. D'ailleurs, pour être un bon prothésiste, il faut 10 ans. Donc, on ne s'installe pas avant les 10 premières années. Voilà, au départ, on est salarié, on travaille dans un laboratoire
et avec de l'expérience, parce que c'est un métier qui s'apprend par la répétition des gestes, on va pouvoir créer son propre laboratoire. Et d'ailleurs, c'est par la main de l'homme ou de la femme qu'on pourra faire ces précisions-là, c'est être très très précis. On entend actuellement des dents fabriquées en imprimante 3D. Bon, je veux bien, mais c'est quand même c'est pas le top. Alors, c'est un métier qui, effectivement, s'informatise de plus en plus, mais l'un n'empêche pas l'autre. Déjà, il faut avoir des compétences informatiques pour utiliser les logiciels, les imprimantes 3D, les scanners. C'est vraiment un métier dans lequel il y a toute une préparation et même une production qui peut se faire informatiquement. Il n'empêche que les bons prothésistes, ils ont toujours ce côté très travail manuel, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On ne peut pas empêcher un métier d'évoluer. Il faut après aller chercher de la finition de qualité. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à l'international, parce que les fournisseurs sont dans les pays asiatiques à l'international, ce métier-là. Donc voilà, c'est un métier très technique, mais qui demande de la patience et de l'habileté. Donc si on revient ici sur la plaquette, voilà, vous avez la preuve de pratique en prothèse dentaire. Donc, je suis professeure de prothèse dentaire à l'IRFMA du Gard. Je m'appelle Alice Beffre. J'ai 20 ans de métier professionnel en tant que prothésiste dentaire. J'enseigne ici la section des CTM, donc certificat technique des métiers, et BTM, brevet du technique des métiers. Donc c'est un diplôme, le CTM, qui va se passer en 2 ans et le BTM qui va se passer en 3 ans. Alors au niveau de la grille des salaires, déjà c'est un diplôme qui est mieux reconnu, plus haut, donc forcément mieux qualifié. Pourquoi? Parce qu'on apprend aussi des nouvelles techniques, on apprend plus de choses, on a plus d'expérience, et quand on arrive sur le marché du travail, on a quand même plus de chances de trouver un métier. Alors, les 2 premières années, qu'on soit en CTM ou BTM, on va déjà commencer par tout ce qui est plâtre, pour avoir une bonne connaissance au niveau des coulées des empreintes, faire un beau modèle en plâtre, parce qu'on travaille encore relativement sur des modèles en plâtre à 80%. Arrive le numérique, mais pour l'instant on est encore au plâtre. Ensuite, après le plâtre, on va sculpter, donc avec de la cire, méthode de cire perdue. On va sculpter des couronnes, des chapes, enfin tout ce qui va être scellé en bouche. C'est apprendre les partiels, c'est-à-dire les petits appareils qui sont mobiles, qu'on enlève et qu'on remet, et qui tiennent à l'aide de crochets. Alors ici, au CFA de Nîmes, on a la chance d'avoir des locaux tout neufs, donc très jolis, agréables à travailler. On a du matériel actuel en tout cas. Merci, au revoir et à bientôt, j'espère. Le CTM prothèse dentaire, dont vous venez d'entendre parler, vient d'être supprimé par la profession. C'est un diplôme qui était en test, niveau CAP. Il a été supprimé parce qu'il n'apportait pas une passerelle suffisante vers le BTM. Parce que le BTM prothèse dentaire nécessite d'avoir un bac pour pouvoir l'intégrer. Donc, il faut déjà obtenir un bac, quel qu'il soit, en tout cas un diplôme niveau bac, pour pouvoir entrer en BTM. Et le CTM, il était accessible dès la sortie de 3e. Et donc, on se retrouvait avec 2 publics complètement différents. Et donc, en sortie de CTM, ils n'avaient pas le niveau pour passer en BTM. Donc, la profession est en train de réfléchir à un diplôme d'entrée. Pour l'instant, il n'en existe qu'un en cursus alternance, parce qu'il existe un bac pro et un BTS.
Il faut savoir que les sortants de BTS viennent repasser un BTM. Prothèse dentaire. BTS prothèse dentaire, ils viennent repasser un BTM prothèse dentaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cursus Bac Pro BTS et les cursus artisanaux n'ont pas le même objectif. Bac Pro BTS, on est plus dans du technico-commercial avec moins de pratique. Et cursus artisanaux, c'est pour s'installer, pour travailler en tant que praticien. Donc voilà, c'est vraiment un métier qui offre de belles débouchés, vraiment. Et la plaquette, on est en train de la mettre à jour parce que le CTM vient d'être supprimé. Et j'ai envoyé ce matin les plaquettes pour qu'on les change. Bon, ça n'a pas encore été fait. Ça va être fait. Donc il ne reste que le BTM qui lui est sur 3 ans. Si vous avez un bac pro prothèse dentaire ou un BTS prothèse dentaire, vous le ferez en 2 ans. Et quand même, voilà, il va beaucoup plus loin. Donc, diplôme niveau bac qui va plus loin que le diplôme niveau bac plus 2 en pratique. Donc, il faut faire attention dans vos choix de filière. Ça dépend de votre objectif. En fait, il n'y a pas de bon et mauvais choix. Il faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez en faire. Voilà. Et donc, sur ce diplôme-là, c'est un diplôme transversal. C'est-à-dire que toutes les matières sont liées. L'examen, à la fin, c'est des études de cas. Vous avez 3 ans pour y préparer. Vous ne découvrez pas l'étude de cas à la fin. Donc, vous en faites travailler tout au long des 3 ans. Donc, une étude de cas qui va vous demander de prendre un certain nombre de décisions, comme si vous étiez quelqu'un qui a un poste à responsabilité dans un laboratoire. Et des décisions qui vont mobiliser tous vos cours. Donc, la pratique, c'est la partie de production, pratique, techno, morphologie, dessin prothétique, il y a plusieurs choses dans la partie production. La partie marketing, innovation et commercialisation pour accompagner le développement commercial de laboratoires de prothèses. La partie gestion des coûts et gestion des coûts de fabrication, organisation du travail, et dedans il y a résolution de problèmes de production, parce que ça fait partie des épreuves d'examen, management, animation d'équipe, c'est du management, et anglais obligatoire, parce que les fournisseurs sont à l'international, il faut impérativement parler anglais. Voilà, ce diplôme, il n'est pas sur des matières habituelles. Quand on sort d'un cursus scolaire, à part l'anglais, on ne connaît aucune matière. Donc, c'est un diplôme qui est assez déroutant la première année, mais qui vraiment offre de très belles perspectives d'embauche. Je crois que, sauf les jeunes qui ne vont pas au bout parce que ça ne leur plaît pas, mais tous ceux qui vont au bout, 100% des jeunes trouvent du bout pour ce diplôme-là. Parce qu'il y a un fort besoin de personnel dans ce métier-là, qualifié correctement. Il peut être poursuivi par un BTMS, niveau BTS. Pour l'instant, il ne se fait qu'à Perpignan, le BTMS. Dans 3 ans, on verra, parce que nous, on a des sections tous les ans. Voilà, il se fait qu'au dans la région, il se fait qu'à Perpignan. Pour la prothèse dentaire, vous avez d'autres questions? Non? Ça va, c'est complet. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous voulez explorer? Oui. Bijouterie. Ah. Allez. Donc, la bijouterie, c'est un métier d'art. C'est un métier de création très créatif. Quand on parle sur ce type de cursus, il faut être créatif, parce que c'est un métier où on va créer essentiellement du bijou, la création et la réparation. Il y a deux grands pôles, la création de la partie bijou et réparation. Donc c'est un métier de précision technique, c'est un métier dans lequel il faut être patient et très attentif. Le bijoutier, il crée, mais il vend. Donc, il faut quand même avoir un bon sens relationnel, puisque le bijoutier, il est en atelier. Alors, souvent, ce n'est pas lui, parce que souvent, le bijoutier, il travaille en famille. Donc, il y a le mari qui crée et la femme qui vend. Mais bon, quand on démarre et qu'on s'installe en bijouterie seul, il faut avoir la capacité de vendre sa production. Et c'est souvent ce qui pêche, notamment, je pense aux photographes chez nous, ce sont des très bons techniciens, mais ils sont incapables de vendre leur production. Donc, quand on produit, il faut penser que derrière, il va falloir vendre ses prestations. Voilà, on peut ici télécharger la fiche métier. Alors, bijoutier, c'est un cursus qui nécessite de la mobilité. Donc, on part sur ce projet-là. Il faut savoir que pour trouver une entreprise, on va des fois devoir aller la chercher sur toute la France, parce qu'il y a peu d'entreprises qui prennent des apprentis. Donc, on a des jeunes à Paris, à Lyon, à Perpignan, qui font de la chance, ils sont à Nîmes ou à Montpellier. Mais voilà, c'est un projet, donc on part sur ce projet-là, Arles, Avignon, il faut être prêt à bouger.
parce qu'il y a très peu de centres de formation en France sur ce métier-là. C'est un métier rare. Hein, c'est un métier sur lequel il y a peu d'embauches. On part sur ce cursus-là, c'est pour s'installer. C'est mettre à son compte. Il y a très peu d'embauches dans ce métier-là. C'est la question que je voulais poser concernant la différence avec un joaillier. Alors, le bijoutier, il est souvent les deux. Voilà. Le bijoutier va travailler le métal et le joaillier va travailler la pierre. Dans l'activité, on voit le... Voilà. Alors, on en a un qui est plus sur le travail du métal et l'autre qui est sur le travail de la pierre et du sertissage pour monter des pierres sur des bijoux. Donc, c'est vraiment un métier où il faut aimer travailler ces matières-là, qu'il faut avoir un minimum de sens de responsabilité, parce qu'on va travailler de l'or, des pierres précieuses. Voilà. Et on va vous confier des matériaux qui ont un certain coût. Donc, il faut être quand même attentif. Et en tout cas, on est amené à transformer. Alors, quand vous vous formez au début, vous allez faire ce qu'on vous dit, mais quand vous êtes installé, vous allez créer. Donc, il faut être bon en dessin. Pour pouvoir créer ces bijoux, il faut déjà les dessiner. Il faut être bon en dessin. On peut être amené à proposer un projet à un client qui vient et qui vous demande, il a une idée de bijou, il va falloir lui dessiner pour lui montrer ce que ça peut donner avant de le créer. Puis, quand il le crée, c'est foutu. Si ça ne le fait pas, vous allez gaspiller de l'or. D'accord ? Donc, on travaille vraiment sur des matières précieuses et c'est vraiment un métier de patience et de précision, mais on peut faire de très belles choses. C'est un métier dans lequel on peut vraiment s'exprimer en termes de créativité. Donc, il faut être bon en dessin, avoir la notion des proportions, le sens des volumes, parce que quand on fait des dessins, il faut qu'ils soient dans les bonnes proportions, sinon on n'arrive pas à l'interpréter le dessin. Bon, il y a du dessin dans le cursus, quand même. On a des jeunes qui sortent du cursus d'art appliqué et qui reviennent après la bijouterie aussi, par exemple. Donc, nous, on a 2 diplômes sur ce cursus-là. On a le CAP en 2 ans. Donc, le CAP dans lequel il y a vraiment la partie très créative, c'est-à-dire le dessin d'art, l'histoire de l'art et du bijou, dessin technique, et après, il y a la pratique et la technologie du métier. Dans la techno, il y a toute la connaissance des matériaux et des réactions, quand on va faire des alliages, comment on peut les manipuler, etc. Donc, c'est vraiment très précis. Et après, les matières générales, donc vous n'aurez pas si vous avez un bac, vous aurez c'est dommage de ne pas aller au bout si vous êtes en terminale, là, ça vous permet après de faire des cursus alliés. Vous êtes tous en terminale? Non? Pas tous? D'accord. Voilà, donc la bijouterie, c'est vraiment un projet, quand on part sur ce projet-là, il faut relever ses manches. C'est pas facile de trouver un employeur, on est sur des petites sections, on est sur des groupes de 6 apprentis, donc c'est pour vous dire que, voilà, si vous voulez, on peut y arriver, chaque année on a à peu près 6 nouveaux, mais ça nécessite d'aller chercher là où il y a des opportunités. Ça demande, c'est un projet qui va demander de l'engagement. Et puis, c'est un projet qu'on fait par passion pour s'installer derrière. Donc, après, on peut s'installer. Il y a différents types de bijouterie. Il y a la bijouterie fantaisie qui n'est pas l'objectif du diplôme, mais c'est un type de bijouterie. Après, il y a des bijoutiers qui ne font que de la création. Vous avez je ne sais pas si vous connaissez, dans le Gard à Aiguille, un bijoutier qui fait que du bijou camargué, par exemple, sur des thématiques particulières. Alors, on peut choisir d'exprimer quelque chose qui nous ressemble en bijouterie. Là, je viens d'apprendre un terme que je ne connaissais pas, la plastiline. C'est un matériau, la plastiline. C'est un matériau qui est utilisé en bijouterie. Alors, je ne suis pas bijoutière. Exactement ce que c'est. On travaille beaucoup la cire et la plastiline en bijouterie. Parce qu'avant d'arriver sur des métaux précieux, voilà. Oui, on va faire d'autres matériaux. Au début, on gâche beaucoup de matières premières quand même quand on apprend. Donc, on va gaspiller plutôt de la cire et de la plastiline que de l'or. Est-ce qu'il reste un métier que vous voudriez poser? On puisse parler un tout petit peu. Vous avez non, un métier. Soit s'il y a des métiers que vous voulez creuser dans les détails, sinon je vous fais rapidement et en 3 mots une présentation des autres métiers et des débouchés potentiels. On peut se faire comme ça. On fait comme et ça. Pour vous, mademoiselle, qui souhaitiez la bijouterie, vous avez déjà
Moi, je dis le plus facile, vous décidez, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes en train de créer, vous avez déjà commencé à créer votre book de dessin? Ça peut être aussi, bien sûr, ça peut bien être sûr. très intéressant. Donc, tout ce que vous créez, même une petite icône, peu importe. L'essentiel, c'est de regrouper toutes vos créations et créer votre book. Vous achetez un lutin de 50 vues et vous glissez dedans tout ce que vous créez. N'importe quoi. L'essentiel, c'est de montrer après votre geste et de voir si effectivement on peut vous permettre de développer ce talent. Il faudra démontrer votre créativité et aussi l'œil que vous avez dans la créativité, ce que vous arrivez à exprimer. Personne ne vous demandera d'avoir fait des choses parfaites, mais de démontrer que vous avez cette capacité à créer. Donc c'est important effectivement de vous faire un petit book. Ouais. D'ailleurs, je pense à la prothèse dentaire, je veux dire, c'est pareil. Si vous avez un talent aussi vous utilisez bien le crayon papier et puis vous mettez facilement des dessins, des formes sur papier, n'hésitez pas aussi à constituer votre book. Et d'ailleurs, pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Quand on est dans les métiers d'artisanat ou autre, il y a forcément quelque part besoin de faire un croquis, besoin de faire un dessin pour réaliser. Donc, n'hésitez pas à mettre de côté tout ce qui vous passe par la tête et concrétisez-le sur papier et créez votre book. Alors, prothèse dentaire, on est plus sur de croquis que sur des dessins illustratifs. On est plus sur le travail de dimension, de perspective. Voilà. On est plus sur cette approche-là. Alors, je vous ai parlé de la boulangerie. Bon, la pâtisserie, c'est un peu pareil en termes de fonctionnement, si ce n'est qu'on est sur deux métiers différents, parce que la boulangerie, c'est un métier de production, où on va faire tout type de pain, des viennoiseries, c'est-à-dire les croissants, les pains au chocolat, etc., etc. On peut être amené à faire du salé, c'est-à-dire des pizzas, des quiches, des sandwichs, voilà. La pâtisserie, on va travailler plutôt du sucré en pâtisserie, hein, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est tarte, entremets. Entremets, c'est des gâteaux à la crème, quelle que soit leur taille. Hein, les mignardis, c'est des petits gâteaux. On va aller jusqu'à du gâteau familial. Tarte, entremets. Après, il y a des gâteaux, des montages de gâteaux, comme les gâteaux pour les mariages. Gâteaux glacés, mousse. Et après, on peut être pâtissier glacier, donc on va faire de la glace, chocolatier, on va faire du chocolat, des pièces d'art en chocolat, et on va travailler des pièces d'art en sucre tiré. Il y a moyen d'être un très très bon pâtissier, de faire des très belles choses. Et le pâtissier va travailler aussi, comme le boulanger, bon, souvent il y en a beaucoup qui sont boulangers pâtissiers, il y a aussi des pâtissiers purs, il va travailler aussi la viennoiserie et le salé. Donc, c'est pareil que la boulangerie, c'est un métier dans lequel il y a énormément de perspectives d'embauche parce qu'il y a plus de demandes d'entreprises que de jeunes. Et pourtant, Dieu sait si on en faut. Pareil que la boulangerie, on a 5 sections de première année pleines, mais il y a énormément de possibilités dans ces métiers-là. Voilà. Par contre, il y a besoin de bons pâtissiers, donc des jeunes qui vont faire un cursus jusqu'au BTM, parce que quand vous sortez du BTM, vous êtes à même de faire des productions d'art. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous partez sur ce type de cursus, c'est surtout de ne pas vous arrêter au CAP. Avec un CAP, on trouve du boulot. Ils ont tellement besoin de jeunes qu'on trouve du boulot. Mais c'est juste, c'est que des bases. Il n'y a pas moyen d'être sur de la bonne pâtisserie. Après, on peut être traiteur en pâtisserie. Il y a une grande mode aujourd'hui qui est le truck. Vous êtes de la génération des trucks quand même. Hein. Vous allez acheter peut-être votre sandwich des fois dans des trucks. Ben, c'est en train de se développer aussi en pâtisserie. Voilà, il y a plein de façons d'exercer ce métier-là. La boucherie, c'est un métier, même si c'est un métier de bouche, c'est quand même un métier un peu différent de la boulangerie et de la pâtisserie. Alors, petit bémol pour la boulangerie et la pâtisserie, ce que je n'ai pas dit, c'est les risques d'allergie à vérifier. Hein, parce que dans l'alimentaire, il y a pas mal de risques d'allergie à la farine, les tomates. Moi, j'ai découvert, hein, en intégrant un CFA, qu'on pouvait être allergique au toucher des tomates. Voilà, donc ça, c'est des choses à vérifier. La boucherie, c'est un métier particulier. Il faut aimer manipuler, c'est un matériau particulier, la viande. Il faut aimer la manipuler. C'est un produit qui est très périssable, dans lequel il y a des normes d'hygiène draconiennes. Parce que dans l'alimentaire, il y a toujours des normes d'hygiène, dans la boucherie, c'est encore pire, parce que les bactéries se développent très très vite. Donc, il faut être méticuleux dans ce métier-là, en termes de normes d'hygiène. C'est un métier
je vais dire, d'artisanat par excellence. C'est un métier noble, la boucherie, hein, parce qu'il y a tout un savoir-faire dans la découpe et la préparation des morceaux pour développer la qualité de la viande. Voilà. Après, il faut aimer manipuler ce matériau-là qui est particulier. Il faut être concentré, parce que c'est un métier sur lequel, quand on n'est pas concentré, il y a des gros risques de blessures. Parce qu'on travaille avec des outils très tranchants. Je peux dire qu'au CFA, on a des accidents régulièrement. Les pompiers, ils aiment bien venir nous voir. Bon, ils ont des équipements de protection, donc c'est jamais trop grave. Mais c'est un métier dans lequel, voilà, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Et le boucher, ben, il va aller chercher sa carcasse, il va dégager les différents morceaux, différents types de morceaux qui auront des destinations différentes. Donc, il y a toute la préparation, c'est-à-dire on va préparer la viande, l'éplucher, enlever les nerfs, enlever la graisse et préparer les morceaux pour la vente. Ou après, il y a la préparation de plats cuisinés. Le boucher, il fait aussi du traiteur aujourd'hui. Donc, la viande, elle a deux destinations. La bijouterie, on en a parlé. Coiffure esthétique, ce sont des métiers de service. C'est des métiers sur lesquels, avec un CAP, on ne trouve pas de travail. Ce sont des métiers réglementés, ce qui ne sont pas des métiers de bouche, c'est-à-dire autant en coiffure qu'en esthétique, il faut au minimum avoir un CAP pour pouvoir être embauchable. Dans la pratique, un CAP, ça ne suffit pas. En coiffure, il faut un BP pour pouvoir s'installer et ouvrir un salon. Donc, un diplôme niveau bac en coiffure, donc c'est le troisième diplôme de BP. Donc, quand on part sur un cursus en coiffure, on ne part pas sur un cursus de 2 ans. De toute façon, avec un CAP, personne ne vous confiera des ciseaux pour couper les cheveux à un client. Le client, il vient se faire couper les cheveux tous les mois. Je ne sais pas si vous avez des fois chez le coiffeur. Pour une femme, une prestation de coiffure, ça coûte entre 80 et 100 euros. Si vous ratez le client, je pense que l'employeur n'est pas très content. Donc, il faut quand même monter en compétence pour vous confier des ciseaux. Donc, c'est un métier sur lequel il y a un fort besoin d'embauche émergent, parce que la coiffure et l'esthétique avaient pas mal souffert. Ils sont en train de redémarrer ces métiers-là, surtout la coiffure. Et aujourd'hui, il y a des recherches de personnel qui sont pas revues. Donc, voilà, c'est un métier sur lequel il y a besoin de jeunes en formation. Il y a des débouchés économiques assurés, plus faciles à trouver en coiffure qu'en esthétique. Aujourd'hui, l'esthétique a été tellement plébiscitée pendant des années par les jeunes, il y a eu un peu une saturation. Ça va redémarrer, mais le Covid a un peu mis un coup d'épée au métier de l'esthétique, parce que c'est un métier sur lequel on est très proche du client, hein, dans les soins, il y a une vraie proximité, et donc les gens ont peur, il y a pas mal de prestations qui ne se sont pas développées. Donc la coiffeuse, comme on dit, le métier, elle fait essentiellement de la prestation coiffure, mais pas que, hein. Elle fait du coiffage, de la coupe, des soins et du shampoing, et elle change la texture des cheveux, les couleurs, le frisage, etc. Et puis, 50% du métier, c'est de la relation client, parce que quand on va chez le coiffeur, on va passer un bon moment. Donc, il y a vraiment une relation de proximité. Et pareil en esthétique. En esthétique, l'esthétique, c'est pas du tout du maquillage. Hein. Quand je vois des jeunes qui viennent me voir en disant je veux être esthéticienne, d'accord, mais expliquez-moi pourquoi. C'est pas ça l'esthétique, hein, c'est pas du maquillage. L'esthétique, c'est essentiellement du soin du corps, du soin du visage, des épilations. Donc, c'est vraiment le soin qu'on trouve à l'Institut, et puis un petit peu de maquillage, un petit peu de meulerie. Voilà, ce ne sont pas les prestations principales. Et aujourd'hui, en esthétique, avec un CAP, on est embauchable, mais il faut au moins un niveau BP pour être bien embauchable. Sur les métiers comme la floristerie, c'est un peu comme la bijouterie, la floristerie, c'est un métier hyper créatif, dans lequel on peut vraiment s'exprimer. Il faut aimer ce matériau, c'est un matériau très très agréable à travailler, le végétal, parce que ce soit les formes, les couleurs, les odeurs, c'est vraiment un métier agréable. Attention au risque d'allergie respiratoire, là cette fois-ci, sur la floristerie. C'est un métier sur lequel on va pouvoir exprimer des choses en travaillant soit sur du bouquet de différentes formes, soit sur de la structure, donc des compositions, où on va mélanger les matériaux avec du bouquet
où on peut aussi traiter des événements, des deuils, des mariages, des baptêmes, etc. Et là, faire par exemple du grand décor, plus large pour un mariage. On peut faire du cadre végétal, il y a énormément de façons de s'exprimer en décor historique. C'est un métier qui avait pas mal souffert et qui est en train de remonter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes d'apprentissage qui ne sont pas pourvues dans ce métier-là. Simplement parce qu'on a deux publics dans nos apprentis dans ces métiers-là, et que les entreprises en ont un peu marre du premier public. On a des jeunes en difficulté, on va dire socio-familiales, qui sont des jeunes qu'il faut vraiment encadrer, qui viennent facilement sur ce métier-là, et après on a des jeunes qui viennent après le bac pour faire un cursus au moins jusqu'au BP avec un projet de création d'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne veulent plus du premier profil parce que c'est des profils lourds à accompagner. Elles veulent du profil bac plus, mais on n'en a pas assez pour leur proposer. Donc, il y a plein d'offres d'apprentissage à proposer dans ces métiers-là. Donc, pour les gens créatifs, c'est vraiment un métier. Il ne faut pas traîner dans le froid. Parce qu'en floristerie, le produit, lui, ne se conserve pas bien. Donc, il est en chambre froide. Et donc, on passe son temps à alterner. Et la boutique, elle n'est pas très chauffée. Sinon, la fleur, elle ne résiste pas. Donc, voilà, on va traîner dans le froid. Peut-être on l'a dit. Photo. Alors, la photographie, c'est pareil. C'est un diplôme qui peut représenter parce que pas de perspective d'embauche. C'est installation à son compte obligatoire. Il y a très très peu d'embauche. Alors, c'est pareil. Je vais mettre un bémol. Le BTM photographe, il forme au métier de photographe, mais comme c'est des matières transversales, comme je vous ai montré tout à l'heure, il vous permet aussi de prendre un poste à responsabilité pour aller travailler, par exemple, à la FNAC, des choses comme ça, et conseiller sur de la photo. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup, la prestation photo en elle-même, vous ne la travaillez pas. Il peut aussi vous permettre, ce diplôme, de travailler dans des enseignes de développement photo. Mais du coup, vous ne travaillez pas la prise de vue. Voilà. L'objectif du BTM, c'est la prise de vue, le traitement de l'image, c'est-à-dire tout le côté retouche, etc. de l'image, le transfert d'image, développement numérique, transfert sur support, différents types de supports, du verre par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un diplôme qui prépare à s'installer. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit être patient, c'est quelqu'un qui doit avoir un œil aguerri, doit arriver à capter sur l'instant qui va faire ressortir l'image qu'il va prendre. Voilà. Et il nous reste des métiers froid clim et électricien. Donc nous, on ne fait que le CAP pour l'instant. Je pense qu'on aura le BP froid clim dans 2 ans. Ce sont des métiers, qui sont connus quand même. Alors vous avez différents types de cursus. Il y a moyen d'aller jusqu'au BTS sur ces cursus-là. Après, en basculant sur les CFA du bâtiment, voire des licences pro sur ces métiers-là. Ce sont des métiers très très manuels. L'électricien, lui, il va installer, dépanner et entretenir tous les systèmes électriques. Et il y a une palette de possibilités qui est très très large, parce que ça part d'un système électrique de maison à des équipements industriels. Donc, on a des possibilités d'orientation avec une filière électrique qui sont très très larges. Et froid clim, c'est pareil, c'est l'installation et la maintenance de tous les systèmes fluides et frigorifiques. Donc, pareil, là, les palettes, elles sont très très larges parce que ça peut être installer des systèmes de climatisation, comme ça peut être d'autres choses. Alors, personnellement, c'est des filières que je ne maîtrise pas bien parce qu'elles sont assez récentes chez nous et que je ne suis pas technicienne de ces métiers-là. Les autres métiers, je les ai beaucoup abordés, donc je peux vous en parler un peu plus sur ces métiers-là. Je pense que tout le monde sait. Et un électricien et un technicien profil. Ce que je voulais rajouter, c'est que plus particulièrement pour électriciens et techniciens en froid et climatisation, il y a obligatoirement tous les ans une formation professionnelle pratique. Oui. Je dirais pratiquement obligatoire. Les normes changent sans arrêt. La câblerie, par elle-même, un câble électrique, mais on y adjoint de la domotique, on y adjoint beaucoup de
de complément au terme électricien. Et donc, on doit être au courant de toutes les dernières normes et tout ce qui se crée et qui existe dans ces domaines. Le froid clim, c'est pareil. On y adjoint des panneaux solaires, des nouvelles technologies. Donc là aussi, il faut, pour un artisan, je dirais même pratiquement quel qu'il soit, peut-être moins pour certains, qui ont eu une formation très importante et très longue, mais pour une grande partie de cette formation-là, il faut se mettre à jour tous les ans et s'inscrire dans des stages de formation pour acquérir de nouvelles connaissances par rapport aux nouvelles technologies, bien entendu, et aux nouvelles installations. Après, moi, j'aurais tendance à dire, parce que c'est presque vrai pour tous les métiers, il y a des métiers où les réglementations vous imposent de vous mettre à jour. Il y a des certifications obligatoires pour pouvoir manipuler les fluides, etc. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui va tellement vite, tout évolue tellement vite que si on ne se remet pas au bout du jour régulièrement, au bout d'un moment, on reste avec son savoir-faire de base pendant que les autres continuent de grandir. Donc, on est obligé de rester ouvert sur les évolutions du métier, etc. En coiffure, les modes d'aujourd'hui, ce n'est pas les modes d'il y a 2 ans. Enfin, tous les métiers évoluent régulièrement. Donc, sur cette partie métier, moi, j'ai fini. À moins que vous ayez des questions, on va passer à la partie projet. Voilà. Alors, est-ce que parmi vous, quelques-uns ont des projets? Oui. Ah, alors. Développer une marque de cosmétiques. Ça va être très intéressant de l'exprimer au micro. J'aimerais développer une marque de cosmétiques et travailler dans le monde et devenir maquilleuse professionnelle aussi. D'accord. Bon, c'est 3 objectifs différents, hein, qui amènent à 3 compétences et 3 cursus différents. Par un projet marketing, Ouais. qui permettrait de faire ces différents cursus. D'accord. De toute façon, pour développer sa marque de cosmétique, à mon avis, il faut avoir des connaissances technologiques sur les produits. Hein. Donc, on ne peut pas mélanger n'importe quoi. Donc, ça va se préparer. Les compositions. Je peux vous demander dans quelle section vous êtes actuellement? Ah, d'accord. Ok, très bien. C'est un bac pro. D'accord. Bac pro quoi? Bac pro accueil. Ce qui est bien différent de ce que le commerce. D'accord. Ça, c'est déjà, il y a des approches. D'accord. Ok. Donc, effectivement, oui. Après, c'est plus des études, effectivement, sur la connaissance des produits et bio et biochimie pour pouvoir mélanger les produits et développer une marque de cosmétique. Et stabiliser les produits parce que dans les produits de soins esthétiques, il y a des processus et des procédés pour que les bactéries ne se développent pas. Enfin, moi, ce n'est pas du tout mon domaine, je suis plus sur le soin esthétique. D'accord. Okay. Voilà, je ne peux pas trop Mais comme c'est un projet, on peut aider cette jeune fille à construire ce projet. Il faut trouver effectivement les relais qui peuvent la renseigner sur les filières de formation qui pourraient l'amener effectivement à construire ce projet-là. Là, nous, ça ne va pas être notre domaine. Et est-ce que, par exemple, alors que c'est une particularité que l'IRF MA30 ne propose pas, est-ce que l'IRF MA30 peut être un relais par rapport à d'autres structures pour essayer d'obtenir un maximum d'informations? Nous, on va pouvoir enseigner que sur nos métiers et nos filières. Ce qui se fait ailleurs, on ne le connaît pas forcément. Donc là, ça va passer plus par vous, les CIO. Voilà, donc, et avant d'inviter cette jeune fille à traverser les 8 bandes blanches qui vous séparent du CIO et prendre rendez-vous, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à proposer. Ben alors, à ce moment-là, c'est prendre rendez-vous avec vous et on détaillera vraiment votre projet ensemble. Ouais, voilà, je pense qu'il y a un vrai travail pour. Ça a l'air assez précis ce que vous proposez, mais pour aller réfléchir à l'objectif et aux compétences à acquérir pour pouvoir atteindre votre objectif et du coup aux filières de formation qui pourraient vous permettre d'acquérir ces compétences-là. Et ce qui, voilà, moi j'entends plus des filières biochimie sur la partie création d'une marque de cosmétique. Après, il y a des filières marketing
hein, pour tout ce qui est accompagnement de lancement d'une marque, mais ça, si vous avez déjà un peu abordé ça peut-être. Et après, vous m'avez dit la mode. Et la mode, c'est-à-dire, parce que la mode, c'est vaste, hein, c'est de la vente, c'est de la création, c'est quoi? Ouais, La couture, quoi. d'accord. On peut chemin complètement. Donc, vous créez des vêtements. Oui, allez-y. Je fais les vêtements et je fais les produits et voilà. Bon, donc après, voilà, voir si vous avez besoin de compétences plus techniques de stylisme ou de compétences plus marketing pour déployer une marque. Hein, voilà. Donc, Nous, c'est pas notre domaine. pour vous, le book aussi est nécessaire. Alors, Super. alors, On verra ça ensemble. Je vous invite à traverser. par contre, moi, la seule piste que je peux vous donner, si vous partez travailler avec le CIO, mais après, vous allez finir en alternance, tout ce qui est vente, marketing, c'est plus les chambres de commerce et les CFA des chambres de commerce. La partie scientifique, non. Après, la partie scientifique, je ne saurais pas vous orienter. Et la partie vente, marketing, c'est vraiment les chambres de commerce. CFA des chambres de commerce. Quelqu'un? Oui, mademoiselle? Allez. Voilà. Attends. Une petite seconde, on n'a pas entendu. Voilà. Parole. Vous avez quoi quand tu parles de métier? Parce que vous avez dit il y a des trucs divers et vous avez que proposer. Il y en a tellement, je ne peux pas vous les citer, il y en a 3000 à l'intérieur. Donc, vous aviez une idée ou pas? Des bénisteries, oui. Alors, les bénisteries, nous, on ne les fera pas parce que, pas dans les métiers divers, parce qu'il existe des formations ébénisteries sur la région. Donc, vous avez les CFA du bâtiment, de Méjeanne, les Alès et de Montpellier, et les compagnons du devoir, qui font des formations en ébénisterie, en alternance. D'accord. Donc, je vois que vous partez, c'est qu'il y a un cours qui arrive. Et pas d'autres questions? Profitez de la présence de Madame Moura. De toute façon, sur le diaporama, vous avez l'adresse mail. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous nous envoyez un petit mail. Voilà, puis je vais mettre le lien sur cfespagnol.fr. Donc voilà, n'hésitez pas. Je mettrai tout ça sur le site. Merci à vous. Et je vous invite en complément à traverser l'avenue pour vous renseigner un bras ou vers Madame Moura si nécessaire. Au revoir, merci pour votre présence.